et on va passer aux achats. Alors pour le coup des achats il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais pas si j'ai manqué des choses dans l'actualité. Si vous voulez rebondir dessus, n'hésitez pas. Hop là. Incroyable, le Switch marche. Hop. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Hop, je vais remonter ça. On va pouvoir attaquer les petits achats. Donc comme je disais, les noces de l'or et de l'eau. J'ai pas encore fini le titre. J'ai lu les 3 premiers chapitres. Les 2 premiers chapitres. Ça parle de l'histoire d'une princesse d'un pays qui doit être mariée à l'homme le plus intelligent d'un autre pays. Pays qui ne peuvent pas se piffrer, mais alors pas du tout. Notamment le premier pays, on voit au lieu de la princesse un chat comme marié à l'homme avec qui elle doit se marier. Et l'autre pays fait la même avec un chien. Je reconnais, c'est Istanbul. Il y a en effet une grosse inspiration Moyen-Orient. Alors je sais pas si à la base c'est un roman. Je sais que ça existe, qu'il y a un film qui est disponible. Je sais pas si c'est adapté d'un roman ou pas. Ou si c'est vraiment Nao Iwamoto qui l'a écrit. Mais je suis assez perturbé par le début de ma lecture. Ça fait vraiment histoire pour enfants au tout début. Notamment, ce qui me choque, c'est que le premier chapitre te met tout de suite dedans. Il n'y a pas vraiment de présentation des personnages assez longue, etc. Leur psyché, etc. C'est vraiment en 3 pages. On t'a présenté les personnages principaux, on t'a balancé l'histoire déjà dans l'intrigue. Et du coup, la narration est vraiment assez spéciale, finalement. Et notamment, ce qui me fait aussi penser que c'est... On dirait que c'est fait pour les enfants, finalement. C'est que déjà, le trait est très simple, très peu détaillé. Finalement, ça fait un peu comme Ranking of King, au niveau du trait, je trouve. Des traits très caricaturaux. Par exemple, la fausse moustache du personnage qui est extrêmement longue. Et qui plus est, même dans la narration, les pays, on te les nomme pas. On te dit que c'est le pays A et le pays B. À ne pas confondre avec le PIB, bien sûr, le produit intérieur brut. Blague à part, hein, le fait que ce soit juste nommé pays A et pays B, je trouve qu'on a du mal à rentrer dans l'histoire. On a cette impression de ouais, fallait 2 pays, on les a appelés A et B parce que voilà quoi. On dirait qu'il y a... Ça donne comme un aspect où on n'a pas eu d'intérêt à nommer les pays pour que ce soit très facile à retenir finalement. Et il me semble que c'est un josei à la base, mais c'est ce genre du coup de lecture initialement destinée pour les adultes. J'ai l'impression que finalement on aurait pu ça aurait pu sortir dans un truc de Kodomo, ça aurait été pareil. Alors il y a peut-être des choses un peu plus graves, etc. Par la suite. Bon, ceci dit, ça parle de brûler des gens, de décapiter des gens à des moments, bon, pas pour les enfants non plus, mais une version édulcorée pour les enfants, ça me choquerait pas. Voilà, je vais pas dire que j'aime ou j'aime pas pour le moment, mais ça m'a un peu décontenancé ce début. À noter que du coup il y a aussi une version petit format, là j'ai pris la version collector, qui est du coup du format moyen, hop, là vous le verrez, du format moyen avec petite dorure, les pages couleurs de la prépublication, qui sont vraiment sympas pour le coup, et un carnet d'artbook sur la fin, tout en couleur également, qui est vraiment très sympa. Et des croqueries préparatoires. Alors que ça prend 2 secondes de nommer les pays. C'est ça, et en fait ça me donnait l'impression de... Il n'y avait pas Alors ça sent que c'est pas le souhait de faire une grande histoire, une histoire longue,
Mais c'est très étonnant de ne pas prendre le temps, ne serait-ce que de présenter le pays. C'est niveau géopolitique, on comprend très vite, parce que c'est vraiment le cœur du sujet. Mais le fait de ne pas prendre le temps de présenter un petit peu plus les personnages, ou le monde dans lequel ils évoluent, notamment les pays, vraiment ne pas nommer les pays, moi ça me... Bah c'est bizarre quoi. C'est juste ça. C'est comme si tu faisais un manga et que t'appelais ton personnage 1, 2, 3, 4, 5 et voilà quoi. Juste tu leur donnes des numéros parce que t'as la flemme de les nommer. Du coup il y a moins d'attache, je trouve. Mais ça se trouve ce sera très bien. Alors, on va les mettre plutôt ici quand on a fini de les présenter. Ensuite, alors je vous propose de passer tout de suite sur ce qui fait mal à la tête. Je vais pas épiloguer beaucoup. Comme je disais, je prends des livres, bien sûr. Des livres sur la narratologie. Pour me reformer, moi, pour de futurs métiers potentiels. Mais surtout parce que la narratologie, ça me plaît. Et donc j'ai pris Tir groupé, figure 1 et figure 2 de Gérard Genette, aka... alors je vais pas dire le pape de la narratologie, mais on en est pas loin. Mais qui est beaucoup plus connu pour son figure 3, dans lequel on a le discours du récit, et qui revient sur tout ce qui est discours diégétique, extra-diégétique, mais qui va plus loin, avec plusieurs formes de diégétisme, d'intradiégétisme et d'extra-diégétisme. Figure 3 que j'ai pas encore reçu, je l'ai pris sur Vinted pour une bouchée de pain, parce que c'est des bouquins qui sont assez chers quand même. Mais par contre j'ai reçu le nouveau discours du récit, qui est en fait la conclusion 10 ans plus tard de Figure 3. Donc voilà, où il revient sur, avec des petits schémas notamment sur ce qu'il a fait sur son étude des discours, dans le récit donc, qui s'appuie sur plus d'exemples qu'il ne l'avait fait. Parce qu'il me semble que dans Figure 3, il s'appuie seulement sur Bovary. Voilà, c'est des bouquins qui font mal à la tête, mais qui je trouve sont très très bien quand on veut s'intéresser un peu à la structure d'une histoire, comment on fait une histoire, comment on raconte une histoire, les différences entre histoire, récit, et j'ai oublié le dernier, etc. Et dernier livre qui fait mal à la tête, ça j'en ai un peu parlé sur les réseaux, L'univers des mangas de Thierry Gronstein, qui est un... alors je sais pas, c'est un chercheur, c'est juste un littéraire, un journaliste, en bref, qui a écrit, il y a 30 ans maintenant, L'univers des mangas, une introduction à la bande dessinée japonaise, qui revient sur des auteurs marquants, sur l'explication de comment ça se lit un manga, etc., la vision du manga, d'où ça vient. Il y a notamment une super chronologie en intro, perdu, sur l'histoire du manga, les dates clés, les personnes clés. Forcément, il y a un chapitre sur Tezuka, et qui à la fin présente 25 auteurs. Et ce qui est très marrant, c'est de voir que ces 25 auteurs, c'est des auteurs que les personnes aujourd'hui vont traiter comme si on... alors pas comme si on n'en avait jamais parlé, mais qui sont toujours peu connus pour le coup. Je pense à des chaînes comme Capsule Manga. J'ai l'impression de lire Capsule Manga, le bouquin, finalement. Et c'est très marrant de voir que ça, c'est un ouvrage qui sort avant l'arrivée de Dragon Ball en France. Pour le coup. Parce qu'il a été écrit en 89, publié en 91. Donc c'est au même moment quoi, où Dragon Ball arrive. Avant l'apogée du Club Dorothée. Et c'est très marrant de voir que finalement, il y a déjà ces auteurs en fait où déjà à l'époque finalement on en parlait très peu et ça m'a fait un... ça m'a pas bouleversé hein, non plus mais ça m'a un peu pas choqué mais plutôt ah tiens c'est marrant. Il y a déjà 30 ans on disait de lire ces auteurs alors que ça intéresse les gens ou pas hein, bien sûr, mais il y a déjà 30 ans on disait que c'était des bons auteurs et finalement bah en 30 ans on leur a donné que très très peu de visibilité. Notamment, on parle de Golgo 13, on parle de Kamuiden, qui sont du coup des œuvres qui sortiront que 20 ans plus tard, 20 ans après la parution de ce bouquin-là.
Alors ce qui est très marrant, c'est que... hop, du coup c'est les traits à la main. Hop, je vais pouvoir... Une scène où il n'y a pas de téton, c'est bon. Les œuvres qui sont traitées dans le bouquin, s'il n'y avait pas encore de VF, et il y en avait très peu à l'époque de toute façon, c'est entièrement les traits à la main. Voilà, chose assez rigolote. On a pu retrouver dans quelques mangas en France. Donc encore un livre qui fait mal à la tête sur l'étude du manga. J'aimerais bien prendre ces deux autres bouquins qui eux, traitent surtout de la bande dessinée, mais en tant que art, en tant que 9e art, le système de la bande dessinée, etc. Surtout sur la bande dessinée franco-belge, mais qui peut s'appliquer finalement à toutes les bandes dessinées, et qui sont pour le coup des plus gros bouquins. Tu dis que ça fait mal à la tête pour pas qu'on se culture. Non, c'est juste que ça fait mal à la tête parce que c'est des bouquins de sciences, d'académique, donc c'est pas ce qu'il y a de plus funky à lire. Alors attendez, j'ai fait une bêtise. Hop. Je crois que j'ai fait tomber quelque chose sous la bibliothèque. Bon, tant pis, je sais qu'elle y est et j'irai la récupérer après. C'est important de se cultiver. De se culturer même. C'est important d'aller se planter avec les carottes. Hop. Prochain titre. Bon, sans surprise, hein. Bocchi no Kaiou. J'ai pris le tome qui est sorti. Je crois que là, on a dépassé l'animé avec le tome 5. Donc un Yonkoma sur Bocchi qui est une as du rock, et qui est extrêmement timide et qui se retrouve à lire. Il se retrouve à devoir jouer dans un groupe et s'intégrer socialement. C'est très très marrant. L'auteur dessine Bocchi avec des têtes de merde. Et l'histoire est plutôt touchante. Un Iyashike, tout ce qu'il y a de plus classique, mais qui fonctionne très très bien. À quand la sponsor Oli que j'utilise mon code Loutre10? Il n'y aura jamais de sponsor Oli, voyons. Même s'il y avait une sponsor, je suis pas la cible. Pour la sponsor, je suis déjà accro. Je serais un très mauvais client. Enfin, je serais un très mauvais sponsorisé, parce que je serais plus client derrière. Perdre du chiffre d'affaires. Hop. Suivant. C'est Igai and the Cool Girl. Je vois avec mon accent de merde. Donc cette romance entre un salaryman et une salarywoman qui n'arrivent pas à s'avouer leurs sentiments, hein, tout simplement. Qui a pour particularité d'être dans un monde de fantasy où les yokai travaillent, sont inclus dans la société, et où donc Fuyutsuki est le fils de la déesse des neiges, d'un yokai des neiges, et qui fait apparaître des tempêtes de neige, etc. quand il n'arrive pas à contrôler ses émotions. C'est très sympathique. J'ai quelques tomes de retard là pour le coup à la lecture, j'en ai 2 ou 3. C'est du format épisodique, moi j'aime beaucoup. Pareil, c'est un peu du comique de situation. Mais ça marche très bien. Les doubles pages sont très jolies, je trouve. Je vais pas dire que ça casse 3 pattes à un canard, mais moi c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup. Fait bosser les monstres de fantastique. Exactement. Mais ça marche bien pour le coup. Hop. Tout est en train de se casser la gueule. J'ai vraiment beaucoup acheté. J'ai dépensé sans compter, comme diraient certains. Un certain, surtout. Hop. Tout calé. Continuons sur le monde professionnel. Avec mon chat à tout faire est encore tout déprimé. Où on suit l'histoire d'une employée qui est débordée par sa vie et qui un jour va adopter un chat
qui va grandir, et va devenir un humanoïde. Humanoïde qui va commencer à s'occuper d'elle. Alors c'est toujours du Yonkoma pour le coup, comme vous pouvez le voir, mais c'est du Yonkoma en format élargi. On reste sur cette structure en Yonkoma. On est toujours sur donc la vie quotidienne d'une employée de bureau. Et donc on retrouve toujours pas toujours les mêmes gags, hein, attention. Je vais pas dire que tous les mangas d'employés se ressemblent. Sauf que celui-ci est un peu... alors pas seul dans sa catégorie, mais en France on en a pas beaucoup des mangas comme ça. Et bon voilà, encore un Iyashike qui est très très sympathique. Très très plaisant à suivre, très très marrant. Et il me semble notamment qu'il y a eu un animé, ou qu'il va y avoir un animé, qui va sortir dessus. Si vous avez envie de le découvrir, sans passer par la case achat. Ça signe la fin des grands formats. Maintenant, j'ai plein de petits formats à vous présenter. Alors, chez Delcourt Tonkam, on a les tomes 2 et 3 de Studio Cabana. Studio Cabana qui raconte l'histoire... Alors, j'ai pas les noms des personnages, je suis désolé. Peut-être qu'ils sont à l'arrière. Yusuke, on a Yusuke et on a Yukari et Haruki. Voilà. Donc c'est un triangle amoureux. On a donc une lycéenne qui tombe amoureuse d'un garçon qui est solitaire, calme, froid. Et elle tombe amoureuse parce qu'elle découvre que c'est lui qui écrit ses chansons qu'elle écoute, ses chansons préférées. Elle en tombe amoureuse, sauf que lui en fait écrit ses chansons d'amour pour une autre fille qu'il aime. Passionnément et de manière charnelle. Et on suit l'évolution donc de ce triangle amoureux. Le premier tome était très très le pathos pour le coup. J'ai eu beaucoup de mal. Je trouvais aussi les personnages secondaires mieux écrits. À voir avec le tome 2 et 3. De toute façon, c'est du Moonlight. Je suis un vendu, donc je ferai la série en entier. Même si elle me plaît un peu moins. Rien d'autre à dire vu que je n'ai lu que le tome 1. Ça par contre, j'ai lu les 11 premiers tomes. Flying Witch, la quintessence de l'Iyashike. Où on va suivre l'histoire de... Attention parce que je n'ai plus les prénoms. Akane. Akane qui est une apprentie sorcière. Et qui va aller étudier chez sa famille. Et auprès d'autres sorcières qui vont lui apprendre les ficelles de... C'est quoi le métier de sorcière. On est sur du... Alors, fantastique, fantasy, un jour, je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer. On va le considérer comme du fantastique, même si c'est de la fantasy, enfin bref. On suit, voilà, l'évolution de cette héroïne dans ce monde, imprégné de magie, qui est notre monde à nous, pour le coup. Et la voir évoluer dans ses missions que lui demande de faire la guilde pour apprendre son métier. C'est touchant, c'est vraiment quintessence du slice of life où il se passe pas grand chose. C'est assez marrant, ça se lit tout seul. Voilà, quoi dire de plus. Des personnages attachants, bien écrits. Un Mustave, le Mustave de toute collection d'Iyashike qui se respecte. Et un autre Iyashike qui pour le coup, je sens que finalement je vais pas le recommander. Le dernier tome de Quand Takagi me taquine. Tome où j'ai eu un petit problème à la réception. Bon, le dos était... la moitié était sur la première de couverture. Donc j'ai réussi à le revoir. Assez satisfait. Hop. Qui raconte l'histoire de deux collégiens qui se taquinent sans cesse. En faisant des paris, des sortes de paris. Takagi, la fille,
est amoureuse de Nishikata. Et sous couvert de ces paris, leurs relations vont évoluer. La relation va évoluer, pardon. Il y a 2 semaines, j'en avais parlé, j'avais lu le tome 18 en prévision de la fin de la série. C'est sympathique, c'est mignon tout plein, Yashike des plus classiques. 20 tomes là-dessus après. Je pense qu'on aurait pu en faire 10, ça aurait tout aussi bien marché. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne les voit pas que eux seuls évoluer dans leur relation amicale qui va finir, spoiler, amoureuse. Spoiler parce que on sait, notamment en lisant ce manga et en s'intéressant un peu à ce que fait Soichiro Yamamoto, qu'il y a une suite qui se passe 15-20 ans plus tard, où ils sont mariés avec une fille, et on suit notamment les histoires avec leur fille. Du coup, Takagi a arrêté de le taquiner, et non, elle n'a pas arrêté. Parce qu'on voit justement dans les chapitres qui se passent dans le futur, qui sont dans celui-ci, elle continue de le taquiner. Une série sympathique, beaucoup trop longue pour ce que c'est. Ensuite, pareil, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose, que j'ai lu que le premier tome. Pour m'être intéressé sur ce que fait l'auteur, il a fait pas mal de loli avant, un grand fan de Fate Kaleid. Ça ne m'étonne pas, finalement. Je sais pas pourquoi, ça m'étonne pas. La fin de la série, le gros chat, la sorcière grincheuse. J'ai plus aucun souvenir du tome 1, je suis vraiment désolé. Je l'ai lu, je me souviens que c'était bien, mais c'était vraiment une introduction de chez Introduction, avec un... Alors je sais, de souvenir c'est un chat du coup, qui se fait isekaied. Ou est-ce que c'est un humain qui se fait isekaied en chat? Je sais plus, mais il me semble que c'est juste un chat, qui se fait soit invoquer, soit écraser, enfin bref, et qui se retrouve dans l'autre monde chez une sorcière, mais modèle Jumbo. Une sorcière qui veut vivre seule et qui finalement va adopter ce chat. Le premier tome était vraiment introductif mais vraiment sympa. Je saurais pas dire où ça va. Là on voit des démons, enfin voilà, je sais pas où ça va. Ça avait l'air d'être plutôt quelque chose de marrant. Je l'ai pris parce que Slice of Life Fantasy, je vais pas me le cacher. Pareil, j'ai un gros grain dans la tête, je sais pas pourquoi, je les veux tous. Alors presque tous, parce que je m'abaisserai pas à acheter Mushoku Tensei. Mais voilà, le premier tome était sympathique, je vais continuer. Ça pour le coup, je pense qu'on va le faire en review. Je vais relire le premier tome et lire les 4 tomes qui me restent. Et faire une grosse review d'un coup, vu que c'est une petite série. Pour vous la conseiller ou non. Donc voilà, vous pouvez voir le trait plutôt dans les normes actuelles. C'est sympathique, plutôt détaillé. On a quelques décors. Jeanne, toujours toi. Voilà. J'aime bien les doubles pages. Voilà. Rien à dire de plus sur ce manga. Puisqu'il faut que je le lise. Il reste 4 mangas dans les achats. Hop, je vais vous le montrer tout de suite vu qu'on va en parler dans la section lecture. She Wasn't a Guy, le Yuri de chez Mangetsu. Hop, Yuri qui est coloré, qui est en bichromie avec les fonds verts, qui est magnifique pour le coup. Pareil, on est sur du format à la base épisodique de Twitter, comme Ice Guy Cool Girl, et qui finalement en plus il me semble sort dans la même collection. Non, on ne sort pas dans la même collection, mais qui s'en rapproche pour le coup. On dirait du webtoon en termes de traits, c'est vrai. C'est vrai. Mais je vais en reparler plus dans la partie lecture. Arte, le tome 18. Donc on suit Arte qui veut devenir
qui devient, hein, spoiler, une peintre, une artiste dans le Venise de la Renaissance, italienne donc, domaine qui est vraiment, normalement, strictement réservé aux hommes, où elle va notamment se faire un peu bannir de sa famille, mais elle va apprendre à la dure et finalement devenir un homme, aussi considéré que les hommes, plutôt devrais-je dire. C'est bientôt la fin, normalement ça se finit en 20 tomes, 20 ou 21, on sait pas encore. On est sur la fin, là on est sur un arc avec beaucoup plus d'enjeux, en tout cas là où j'en suis. Et voilà, pareil, ça je pense que ça finira en review. La fin, elle rencontre De Vinci. Eh bien je ne sais pas, parce que je n'ai pas lu la fin. Hop, autre Yashike, pour le coup un isekai. L'adresseuse sans étoile parcourt le monde pour récolter des déchets, que j'aime bien résumer en isekai poubelle. Où on suit une fille qui se fait isekaienne, et qui est très très pauvre dans son monde, et qui pour se démerder va faire les poubelles et revendre ce qu'elle trouve. C'est un peu le ferrailleur le manga. Et qui va notamment rencontrer un slime qui va lui permettre, en lui faisant bouffer de la merde, de créer des potions de souvenirs. Pareil, j'ai lu que les 2 premiers tomes, ça fait un bout de temps que j'ai pas lu. Pourquoi ? Parce que Meian les sort assez lentement, pour le coup. Donc là, je vais avoir le tome 3, 4 et 5 à lire, le 5ème qui vient de sortir. Mais les premiers tomes étaient très très sympas. Vraiment tout en douceur. Pour ce shoujo qui sort donc chez Meian. Comme quoi, on ne fait pas que des naloke en isekai. Enfin, dernier achat. J'espère qu'il y aura une romance. Je sais pas du tout s'il y a une romance. Et ce serait un peu glauque vu que c'est une gamine. Dernier achat. Il y a 2 semaines, je vous ai dit que j'avais commandé quelques tomes de Nishijo en anglais, vu qu'on ne sait pas si Noévé va le finir, et qu'on ne sait pas surtout si Noévé va sortir le 12e tome qui a été fait en début d'année par l'auteur. Donc j'ai acheté le Big Boy. Hop, je vais plutôt le montrer là. La scène main, le Big Boy, voilà, le coffret pour les 15 ans de Nishijo qui est sorti en anglais, qui ne comprend pas le tome 11 donc qui est sorti l'année d'après en anglais, car le coffret est sorti avant que l'auteur ait fait le tome 11, vu que la série était finie en 10 tomes à la base. Voilà l'histoire, il a fait un 11e tome et là il en a refait un 12e. Voilà, un joli coffret en anglais. Alors, j'adore cette tronche sur ce qui est, pour moi, le meilleur manga comédie absurde japonais. Hein. Ça en a inspiré beaucoup. Ça reprend l'héritage d'Azumanga Daioh pour le rendre encore plus absurde. Vraiment débile de chez débile. Ça vient en plus avec des petits stickers. Voilà. Qui servent aussi d'artwork finalement. Voilà, avec la parodie d'Akira. Voilà, des petits stickers en plus. Pour cette version anglaise. Donc en théorie, le mois prochain sort le 12e tome qui a déjà été traduit en anglais. Et je vais en profiter pour prendre le spin-off Helvetica, qui est normalement dans l'univers de Nishijo. Helvetica est le journal comique que les héroïnes lisent. Et donc c'est en spin-off. Il y a 2 tomes. Qui pour le coup est un Yonkoma. Hop là, on va ranger ça là. Dis bien. Je dis bien. J'ai un dernier achat qui pour le coup lui un peu plus spécial.
Parce que c'est pas quelque chose que je vais lire. Parce que c'est quelque chose que j'ai déjà lu. Et ceux qui me connaissent savent ce que je vais montrer. Et voilà que j'ai des grands sourires aux lèvres. Parce que je suis content de pouvoir parler de ce manga. Naruto... Non, c'est pas Naruto. Même si je pourrais parler du coup de la journée Naruto là, où j'ai découvert le trait de Boruto et que je trouve particulièrement dégueulasse comparé à Naruto. Ah non, c'est pas Naruto dont je vais parler. On risque de pas parler ici de toute façon. Il s'agit de Spice and Wolf. Incroyable. Personne ne s'y attendait. Hop. On va remonter un peu. L'épice dans la louve. Alors, le problème de Spice and Wolf, c'est que je suis pas sûr de pouvoir... Faut que je fasse gaffe quand je feuillette. Ah voilà, on a une page safe. On m'a ramené du Japon la version de luxe qui sort en ce moment pour l'anniversaire de la série. Et du parallèle de la sortie du nouvel animé. Alors, c'est safe. Spice and Wolf, donc mon manga favori, qui raconte l'histoire d'une déesse holo qui un jour croise la route de Lorenz, un marchand itinérant. Holo qui a fini son CDD en tant que déesse de la moisson dans un petit village qui à la base était païen mais qui avec l'arrivée de la technologie ne prit plus Holo pour avoir des moissons correctes. Et qui décide de rentrer chez elle, loin au nord, accompagnée de Lorenz, en échange de ses capacités à faire en sorte que Lorenz gagne plus de thunes, en tant que bon capitaliste. Y a beaucoup trop de choses à dire sur Spice and Wolf. L'adage c'est je suis venu pour la waifu, je suis resté pour l'économie. Parce qu'il faut savoir que l'auteur, Isuna Asekura, a énormément recherché dans la littérature pour créer le manga. Donc dans la littérature économique médiévale européenne. Donc déjà pour se procurer des choses en japonais là-dessus, il a dû vraiment galérer le gars. Moi c'est plutôt, je suis arrivé au pif, je suis resté pour la relation, parce que l'évolution de la relation des protagonistes est incroyable. Le mangaka qui le fait c'est Keito Kome, qui en plus, à la base est un mangaka de cul, mais qui a un trait vraiment très très particulier, vu que ce bon monsieur déteste faire des aplats de noir. Et attention, ce n'est pas raciste ce que je dis. Donc on a très très peu d'aplats de noir dans son manga. Il est vraiment très très détaillé, pour le coup. Hop. Donc voilà, les rares aplats de noir, ça va surtout être quand c'est la nuit. Mais même quand c'est la nuit, c'est jamais noir profond. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Lisez Spice and Wolf. Donc là, c'est vraiment parce que j'adore la série de tout mon cœur que je l'ai pris pour la collection Keito Kome, que j'espère revoir dans l'adaptation qu'il est en train de faire d'un roman de guerre qui présente la vie de militaires, de femmes militaires au front pendant les guerres mondiales. J'espère vraiment que ça va sortir. J'arrive pour Spice, parfait, et oui. Donc voilà le tome 3. A noter que du coup c'est des couvertures nouvelles que Keito Kome a refait pour l'édition. Hop. Oh c'est pas safe ça. C'était pas safe, désolé. Ça non plus c'est pas safe. Ah ça c'est safe, voilà. Voilà. Que j'ai commencé à essayer de lire en japonais, du coup. C'est pas facile, mais parce que tous les kanji ne sont pas annotés en hiragana katakana. Katakana, non, je dis de la merde, non, juste en hiragana. Parce que c'est censé être les kanji les plus courants, comme on voit ici.
Moi je m'y connais pas en kanji. Il y a que les compliqués où il y a les hiragana à côté. Donc c'est pas facile. Quand tu mets plus de temps à trouver des parties safe que à en trouver, c'est que c'est hot. En fait non, c'est pas... pour le coup c'est vraiment pas de l'ecchi. À la base donc c'est un light novel. Et c'est juste que très souvent on va voir l'héroïne à walper parce qu'elle n'est d'une pas pudique et de deux parce que c'est en général là où elle va utiliser ses pouvoirs pour se transformer. Lorraine s'étant un énorme radar ne veut pas lui racheter de vêtements qui coûtent cher. Mais en vrai typiquement le tome 4 est très safe. Voilà. Là c'est la partie qui est en ce moment dans l'animé justement. Hop. Avec l'histoire autour d'Ergot de Seigle et des manigances de l'église pour faire raser un village. Un village païen. Enfin, qu'ils considèrent païen alors qu'il y a quand même une instance de l'église. Enfin bref. Tout un programme. Voilà, c'est des doubles tomes. Donc on garde quand même les pages colorées des anciennes couvertures dedans. Donc, vous voyez encore à poil, enfin bref. Hop, parce qu'elle utilise souvent ses pouvoirs pour se transformer. Voilà, que dire de plus, lisez Spice and Wolf, c'est trop bien. On en reparlera sûrement. Mon manga préféré. L'animé, on est à cet arc d'ailleurs. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Et du coup, ça venait également, et c'est ça que j'ai fait tomber sous la bibliothèque, des petites cartes, des nouvelles covers. Donc j'ai fait tomber celle du tome 4 sous la bibliothèque. Faut que j'aille le récupérer. Je sais pas pourquoi il n'y en avait pas dans le tome 3. Pour le temps, il était bien scellé. Donc je sais pas si c'était le fait que c'est dispo que dans certaines librairies. Je sais typiquement que chez certaines librairies japonaises, cette carte était plus grande et on avait une chance de l'avoir signée. Et que le tome 4, qui est donc alors l'avant-dernier, parce que le tome 5 vient de sortir, chez certaines librairies était disponible avec une plaque plexiglas avec la signature de l'auteur. Donc je sais pas pourquoi il n'y en avait pas pour le tome 3. Voilà. Très très gentil la personne qui a pensé à moi, qui a réussi à les trouver. Et donc en théorie, là, en fin d'année, je devrais avoir la collection complète. Vu que y a un tome qui sort par mois, que je pense que pour Noël, je vais acheter tout le reste. Non, il est vraiment pas par terre. Hop là, on va pouvoir re-switcher. Et c'est ce qui termine la partie sur les achats.